Dans les bas-fonds obscurs de l'Allemagne nazie, une sinistre symphonie se jouait dans des cellules faiblement éclairées et des sous-sols sombres. Les chefs d'orchestre de cette macabre représentation étaient les hommes de la Geheime Staatspolizei, plus connus sous le nom de Gestapo, la police secrète d'État de Hitler. Leurs instruments n'étaient pas des violons ou des violoncelles, mais une panoplie de techniques d'interrogatoire brutales conçues pour extraire des informations, des aveux, et finalement briser l'esprit humain. Comme l'a déclaré froidement Heinrich Himmler, l'architecte de la SS et l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie, la meilleure arme politique est l'arme de la terreur. La cruauté commande le respect. Les hommes peuvent nous haïr, mais nous ne demandons pas leur amour, seulement leur peur. La Gestapo, officiellement formée le 26 avril 1933 sous la direction de Hermann Göring, est rapidement devenue l'organisation la plus redoutée du Troisième Reich. Dotés de pouvoirs étendus et opérant en dehors des limites de la loi, ils incarnaient la terreur nazie. Au cœur de leurs opérations se trouvaient des méthodes d'interrogatoire qui repoussaient les limites de l'endurance humaine et redéfinissaient le concept de cruauté. Le tristement célèbre Hausgefängnis, prison-maison, au numéro 8 de la Prinz-Albrecht-Straße à Berlin, devint l'épicentre des interrogatoires de la Gestapo, son nom même insufflant la peur dans les cœurs de ceux qui l'entendaient murmurer. L'une des techniques favorites de la Gestapo était la privation de sommeil, une méthode qui ne laissait aucune cicatrice visible mais ravageait l'esprit. Les prisonniers étaient maintenus éveillés pendant plusieurs jours, leur sens émoussé, leur emprise sur la réalité s'effritant à chaque heure qui passait. Hans Mommsen, un historien allemand, décrivait les effets. Les victimes entraient dans un état de délire, leurs esprits devenant un brouillard d'hallucinations et de confusion. Dans un CA tristement célèbre, un membre de la résistance nommé Hans Scholl fut soumis à 72 heures d'interrogatoire continu, ses bourreaux se relayant pour maintenir l'assaut implacable sur sa conscience. Sophie Scholl, la sœur de Hans et membre du groupe de résistance de la Rose Blanche, se souvenait de l'état de son frère après son interrogatoire. Il ressemblait à un cadavre ambulant, ses yeux enfoncés et vides. La violence physique était une compagne constante dans les interrogatoires de la Gestapo. Les passages à tabac n'étaient pas seulement fréquents. Ils étaient un art, soigneusement calibré pour infliger une douleur maximale sans causer la mort. Des matraques en caoutchouc, des lanières de cuir et des tiges en acier étaient les outils de prédilection. SS Obersturmbannführer Klaus Barbie, connu sous le nom de « Boucher de Lion », était particulièrement tristement célèbre pour sa brutalité. L'une de ses victimes, Lise Lezèvre, raconta son calvaire. « Il m'a fracturé une vertèbre et m'a arraché les ongles des orteils à main nue. » Le coup physique était immense, mais c'était l'impact psychologique qui s'avérait souvent le plus dévastateur. Un autre survivant, Max Hollweg, décrivait les conséquences d'un passage à tabac par la Gestapo. « Je pouvais à peine me reconnaître dans le miroir, mais c'était la peur du prochain passage à tabac qui m'a vraiment brisé. » Les chocs électriques ajoutaient un élément particulièrement sadique au répertoire de la Gestapo. Des électrodes étaient attachées à des parties sensibles du corps, organes reproducteurs, seins, dents, et des courants excruciants étaient appliqués. La douleur était décrite comme insupportable, un sentiment d'être brûlé vif de l'intérieur. Dans les sous-sols du numéro 8 de la Prinz-Albrecht-Straße, le quartier général de la Gestapo à Berlin, un prisonnier se souvenait du bourdonnement constant de l'électricité et des cris étouffés qui résonnèrent dans les couloirs. Primo Levi, le chimiste et écrivain juif italien qui a survécu à Auschwitz, a écrit sur de telles tortures « Si c'est un homme, alors l'humanité a perdu son sens ». La torture psychologique était peut-être l'arme la plus insidieuse de l'arsenal de la Gestapo. Ils excellaient dans la manipulation des émotions, jouant sur les peurs et brisant la psyché. Les exécutions simulées étaient une tactique privilégiée. Les prisonniers étaient amenés à croire que leur dernier moment était arrivé, seulement pour entendre la gâchette cliquer sur une chambre vide. Le soulagement était momentané, car la menace de mort restait omniprésente. Rudolf Diels, le premier chef de la Gestapo, a écrit dans ses mémoires « L'anticipation de la douleur peut être plus efficace que la douleur elle-même ». Dans un récit glaçant,
un combattant de la résistance tchèque nommé Josef Robotka a décrit comment il a été soumis à plusieurs exécutions simulées au cours d'une semaine, croyant à chaque fois que ce serait la dernière. La torture par l'eau, une technique ancienne, a trouvé une nouvelle vie dans les cellules de la Gestapo. Les prisonniers étaient immergés de force, leurs poumons brûlants de désir d'air, amenés au bord de la noyade seulement pour être ranimés et soumis à nouveau à l'épreuve. Dans un récit glaçant du camp de concentration de Dachau, un survivant a décrit comment un officier de la Gestapo expliquait calmement le processus. « Nous te ferons boire de l'eau jusqu'à ce que tu ne puisses plus, puis nous danserons sur ton ventre gonflé. » Cette technique, souvent appelée waterboarding de nos jours, a été perfectionnée par la Gestapo et plus tard adoptée par d'autres régimes. Jean Moulin, un héros de la résistance française, a été soumis à cette torture et à d'autres si sévères qu'il était à peine reconnaissable lorsqu'il est mort en détention par la Gestapo le 8 juillet 1943. Les méthodes de la Gestapo ne se limitèrent pas aux tourments physiques. Ils employaient des tactiques psychologiques sophistiquées, y compris la privation sensorielle et l'isolement. Les prisonniers étaient maintenus dans une obscurité totale ou soumis à des lumières aveuglantes, privés de tout contact humain pendant de longues périodes. Le silence ou le bruit constant devenait une torture en soi. Un survivant de la prison de la Gestapo à Fuhlsbüttel, Hambourg, se souvenait. L'isolement était démentiel. Je commençais à oublier qui j'étais, où j'étais. Mon seul compagnon était la voix dans ma tête, et même cela commençait à se sentir comme un ennemi. Dans le quartier général de la Gestapo à Varsovie, au numéro 25 d'Aleja Soucha, des cellules connues sous le nom de tram étaient si petites que les prisonniers ne pouvaient ni se tenir debout, ni s'allonger, les forçant à rester accroupis pendant des jours. Les membres de la famille n'étaient pas épargnés par la cruauté de la Gestapo. La menace de nuire aux proches était un outil puissant. Dans un CA tristement célèbre, des officiers de la Gestapo en France occupée ont menacé de jeter un nourrisson d'un résistant par la fenêtre, à moins qu'il ne révèle des informations sur ses camarades. Le coup psychologique de telles menaces était souvent plus efficace que n'importe quelle douleur physique infligée aux prisonniers eux-mêmes. Odette Sansom, une espionne britannique capturée en France, fut informée que ses enfants seraient envoyés dans un camp de concentration si elle ne coopérait pas. Elle a ensuite déclaré « Je savais qu'ils étaient en sécurité en Angleterre, mais pendant un moment, la peur était paralysante. » L'ampleur des opérations de la Gestapo était stupéfiante. À son apogée, l'organisation employait environ 32 000 agents à plein temps, soutenus par près de 100 000 informateurs à temps partiel. Rien qu'à Berlin, on estime que plus de 15 000 personnes ont été interrogées au quartier général de la Gestapo entre 1933 et 1945. Les méthodes employées étaient si efficaces que de nombreux prisonniers cédaient sous l'interrogatoire, entraînant d'autres arrestations et un réseau de peur qui s'étendait à travers la société. Comme l'a observé Hannah Arendt, la théoricienne politique qui a inventé l'expression « la banalité du mal », la triste vérité est que la plupart des maux sont commis par des gens qui ne se décident jamais à être bons ou mauvais. La chambre des horreurs de Ravensbrück, les cris silencieux des cobayes humains. Dans les profondeurs obscures du système des camps de concentration de l'Allemagne nazie, Ravensbrück se dressait comme un sombre monument aux abîmes de la cruauté humaine. Niché dans les forêts pittoresques du nord de l'Allemagne, à environ 90 km au nord de Berlin, ce camp de femmes est devenu le théâtre de certaines des expériences médicales les plus horrifiques menées pendant la Seconde Guerre mondiale. Derrière ces clôtures de barbelés et sous les yeux vigilants des gardes SS, des femmes de toute l'Europe ont été soumises à des tortures inimaginables au nom de la pseudoscience et de l'idéologie raciale. Comme l'a dit Primo Levi, un survivant d'Auschwitz, « Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Plus dangereux sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à agir sans poser de questions. » Ravensbrück, établi le 15 mai 1939, était conçu pour accueillir 3000 prisonnières, mais en 1945, il avait enflé pour atteindre plus de 45 000 prisonnières. Parmi ces femmes se trouvaient des prisonnières politiques, des résistantes, des juives et des roms. Mais pour certaines, un sort pire que l'emprisonnement les attendait.
elles allaient devenir des sujets involontaires dans une série d'expériences médicales brutales qui allaient repousser les limites de l'endurance humaine et de l'éthique médicale. Le premier commandant du camp, Günther Tamaschke, supervisa la construction initiale et l'organisation, préparant ainsi le terrain pour les horreurs à venir. Le docteur Karl Gebhardt, le médecin personnel d'Hitler et un officier SS de haut rang, supervisa de nombreuses expériences à Ravensbrück. Son objectif particulier était les médicaments sulfonamides et leur efficacité dans le traitement des plaies infectées. Pour tester cela, Gebhardt et son équipe infligèrent délibérément des plaies profondes et infectées aux prisonnières, introduisant souvent des copeaux de bois, des clous rouillés et des fragments de verre pour simuler des blessures de champ de bataille. Les plaies étaient ensuite traitées avec divers médicaments sulfonamides, tandis qu'un groupe témoin était laissé sans traitement. L'agonie des victimes était incommensurable, leur corps devenant des foyers d'infection mortelle, tandis que les médecins enregistrèrent froidement leurs observations. Ces expériences commencèrent en août 1942, après la tentative d'assassinat sur Reinhard Heydrich, alors que Gebhardt cherchait à prouver que les médicaments sulfonamides auraient pu sauver la vie de Heydrich. Une survivante, Wanda Połtawska, une résistante polonaise, raconta son expérience. « Ils ont coupé dans ma jambe jusqu'à l'os, la douleur était indescriptible. Mais pire que la douleur était l'impuissance, la connaissance que nous n'étions pour eux rien de plus que des animaux de laboratoire. » Połtawska faisait partie des 74 jeunes femmes polonaises connues sous le nom de lapins de Ravensbrück, ainsi appelées à cause de la manière dont elles sautèrent après leurs opérations. Une autre survivante, Christina Kiswilgat, se souvient « J'ai été opérée 6 fois. Ils ont coupé au même endroit, encore et encore. Chaque fois, ils enlevaient un morceau d'os, de muscle ou de nerf, puis ils infectèrent la plaie. Mais les horreurs ne se limitaient pas aux expériences sur les plaies. Ravensbrück devint tristement célèbre pour ses expériences de régénération des os, des muscles et des nerfs. Le docteur Hertha Oberhäuser, l'une des rares femmes médecins impliquées dans les expériences humaines nazies, joua un rôle significatif dans ces procédures cruelles. Des os sains étaient retirés des prisonnières sans anesthésie, remplacés par des os artificiellement infectés ou simplement laissés comme des plaies béantes. Les muscles et les nerfs étaient excisés, laissant les femmes mutilées et dans une douleur constante. Oberhäuser était connu pour sa cruauté particulière, injectant souvent des doses létales de médicaments aux enfants pour observer leur mort. Elle affirma plus tard « Je ne pensais pas, en tant que femme, faire quelque chose de mal. » Maria Bielika, une autre survivante polonaise, décrivit les conséquences. « Nous n'étions plus des femmes, nous étions des poupées brisées, nos corps mutilés au-delà de toute reconnaissance. Chaque mouvement était une agonie, chaque jour une lutte pour survivre. Le traumatisme psychologique était aussi profond que les cicatrices physiques. De nombreuses femmes, incapables de supporter la douleur et l'humiliation, se suicidaient ou suppliaient pour la mort. Elena Egier, une autre lapine, se souvient « Nous n'avions pas le droit de parler des opérations. Si nous le faisions, nous étions sévèrement punis. Le secret ne faisait qu'ajouter à notre terreur. Peut-être les expériences les plus effrayantes menées à Ravensbrück étaient celles visant à la stérilisation de masse. » Dans leur quête de pureté raciale, les nazis recherchaient des méthodes efficaces pour stériliser les populations indésirables. Le docteur Karl Klauberg, tristement célèbre pour ses travaux à Auschwitz, mena également des expériences à Ravensbrück. Il injectait des substances caustiques dans les utérus des femmes sans anesthésie, causant des douleurs atroces et menant souvent à de graves infections, des péritonites et à la mort. Ces expériences commencèrent en 1942 et se poursuivirent jusqu'à la libération du camp en 1945. Klauberg se vantait de pouvoir stériliser 1000 femmes en une journée grâce à ces méthodes. Une survivante anonyme témoigna après la guerre « La douleur était si intense que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, je savais que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Ils avaient trop volé non seulement ma santé, mais aussi mon avenir. » Le but ultime des nazis était de développer une méthode de stérilisation qui pourrait être effectuée rapidement et sans être remarquée, potentiellement même dans des lieux publics comme les salles d'attente. Le docteur Horst Schumann mena également des expériences de stérilisation par rayon X à Ravensbrück,
exposant les ovaires des femmes à de fortes doses de radiation, causant de graves brûlures et des blessures internes. L'étendue complète des expériences à Ravensbrück pourrait ne jamais être connue. De nombreux documents ont été détruits à l'approche de la fin de la guerre, et de nombreuses victimes n'ont pas survécu pour raconter leurs histoires. Cependant, on estime qu'au moins 300 femmes ont été soumises aux expériences sur les sulfonamides seulement, et beaucoup d'autres ont été victimes d'autres procédures cruelles. Les archives du camp, bien qu'incomplètes, indiquent que plus de 130 000 femmes provenant de plus de 40 pays sont passées par Ravensbrück entre 1939 et 1945, avec une estimation de 30 000 à 50 000 périssant dans ces murs. Stanisława Leszczyńska, une sage-femme polonaise emprisonnée à Auschwitz, écrivait « Le plus grand crime à Auschwitz était d'être enceinte », un sentiment qui résonnait également à Ravensbrück. Alors que les nouvelles des atrocités de Ravensbrück commençaient à émerger après la guerre, le monde réagit avec horreur. Les procès de Nuremberg ont permis de traduire certains des coupables en justice, y compris Hertha Oberhäuser, qui fut condamnée à 20 ans de prison, bien qu'elle n'ait purgé que 5 ans. Karl Gebhardt fut exécuté pour ces crimes le 2 juin 1948. Cependant, beaucoup des médecins impliqués dans ces expériences échappèrent à la justice, certains continuant même leur carrière médicale après la guerre. Le docteur Hans Effelmann, qui a aidé dans les expériences sur les sulfonamides, devint un pédiatre respecté en Allemagne de l'Ouest. En 1959, un site commémoratif fut établi à Ravensbrück, garantissant que les sacrifices et les souffrances de ces femmes ne seraient pas oubliés. Chaque année, à l'anniversaire de la libération du camp, le 30 avril 1945, les survivants et leurs familles se rassemblent pour se souvenir et pour avertir les générations futures des dangers du pouvoir incontrôlé et de la déshumanisation. La science pervertie du Reich, à l'intérieur des horribles expériences médicales des médecins nazis. Vite, dans les recoins les plus sombres de l'histoire humaine, peu d'atrocités égalent la dépravation pure des expériences médicales menées par les médecins nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les plus notoires de ces médecins se trouvait Joseph Mengele, un homme dont le nom deviendrait synonyme d'expérimentation contraire à l'éthique et inhumaine. Connu sous le nom d'Ange de la mort, le règne de terreur de Mengele à Auschwitz-Birkenau de 1943 à 1945 a laissé une marque indélébile dans les annales de l'éthique médicale et des violations des droits de l'homme. Comme l'a un jour dit Elie Wiesel, survivant de l'Holocauste et lauréat du prix Nobel, « Pour les morts et les vivants, nous devons témoigner. » Les camps de concentration de l'Allemagne nazie devinrent de grotesques laboratoires où les prisonniers étaient soumis à des expériences horribles sous prétexte de recherche scientifique. Auschwitz, le plus grand et le plus tristement célèbre de ces camps, fut le théâtre des violations les plus flagrantes de la dignité humaine. Là, Mengele et ses acolytes menèrent une vaste gamme d'expériences qui repoussèrent les limites de la souffrance humaine à des niveaux inimaginables. Le docteur Miklos Niszli, un prisonnier juif hongrois contraint de travailler comme pathologiste pour Mengele, fournit des récits glaçants des expériences dans ses mémoires. Auschwitz, le témoignage d'un médecin déporté. Il écrivit « Je n'ai jamais vu un homme mourir aussi rapidement. En quelques secondes, le cœur s'arrêtait. » L'une des principales obsessions de Mengele était l'étude des jumeaux. Sur les environ 3000 jumeaux qui passèrent par Auschwitz, seulement environ 200 survécurent. La fascination de Mengele pour la manipulation génétique le conduisit à mener des expériences épouvantables sur ses frères et sœurs. Dans un récit glaçant, une survivante nommée Eva Moses Kor raconta comment elle et sa sœur jumelle Myriam furent injectées avec des substances inconnues qui provoquaient des douleurs sévères et des gonflements. Eva se souvenait « Je tremblais de peur. Je n'avais que 10 ans et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. » La famille Ovitz, un groupe de 7 nains originaires de Roumanie, fut également victime de l'obsession de Mengele. Ils furent soumis à des examens douloureux et humiliants, des tests sanguins et des radiographies, mais survécurent miraculeusement à la guerre. Les expériences sur les jumeaux impliquaient souvent des études comparatives.
un jumeau était utilisé comme sujet de contrôle, tandis que l'autre était soumis à diverses procédures. Dans certains cas, un jumeau était délibérément infecté par une maladie pour en observer la progression, tandis que l'autre restait non traité. Si un jumeau mourait, l'autre était souvent tué par injection létale pour un examen post-mortem comparatif. Ce mépris insensible pour la vie humaine était la marque de fabrique de l'expérimentation médicale nazie. Vera Alexander, une survivante jumelle, raconta avoir vu Mengele coudre 2 jumeaux roms ensemble dans une tentative de créer des jumeaux siamois. Les enfants moururent de gangrène après 3 jours de douleurs atroces. Au-delà des études sur les jumeaux, les médecins nazis menèrent une large gamme d'autres expériences horribles. Au camp de concentration de Dachau, le docteur Sigmund Rascher réalisa les tristement célèbres expériences sur l'hypothermie d'août 1942 à mai 1943. Les prisonniers étaient plongés dans des cuves d'eau glacée ou laissés nus dans des températures glaciales pendant des heures. Le but était de déterminer les meilleures méthodes pour réanimer les pilotes allemands contraints de sauter en parachute dans les eaux froides de la mer du Nord. Les victimes de ces expériences mouraient souvent d'exposition ou étaient tuées pour dissection. Rascher nota dans ses rapports que les victimes criaient de douleur alors que leur corps gelait. Dans un cas particulièrement cruel, Rascher aurait tenté de réchauffer des sujets gelés en les plaçant entre 2 femmes nues, documentant le processus en détail. Les nazis menèrent également des expériences en haute altitude à Dachau, utilisant une chambre à basse pression pour simuler les conditions à des altitudes extrêmes. Les prisonniers étaient soumis à des décompressions rapides, souvent entraînant des morts atroces alors que leurs organes internes se rompaient. Le docteur Hubertus Strugold, qui serait plus tard connu sous le nom de « père de la médecine spatiale » aux États-Unis, fut impliqué dans ces expériences, bien qu'il ait nié une implication directe. Un survivant, Anton Pacholeg, décrivit les scènes horribles. Certaines expériences causaient une telle pression dans la tête des hommes qu'ils devenaient fous et s'arrachaient les cheveux pour soulager la pression. À Buchenwald, le docteur Erwin Ding-Schuller conduisit des essais de vaccins pour le typhus, la fièvre jaune et d'autres maladies. Les prisonniers étaient délibérément infectés par ces maladies, puis recevaient des vaccins expérimentaux. Beaucoup mouraient des maladies ou souffraient d'effets secondaires graves causés par les traitements non testés. Dans une série d'expériences particulièrement macabres, le docteur August Hirt de l'Université de Strasbourg rassembla un groupe de 86 prisonniers juifs dans le but de créer un musée anatomique de type ratio. Ces individus furent assassinés dans des chambres à gaz et leurs squelettes furent préparés pour l'exposition. La collection fut découverte après la guerre et les restes reçurent enfin une sépulture digne en 1951. L'ampleur de ces atrocités est difficile à comprendre. On estime que plus de 7000 prisonniers furent soumis à ces expériences dans divers camps, avec un taux de mortalité dépassant 70%. Les survivants souffraient souvent de traumatismes physiques et psychologiques à vie. Lucia Heilmann, une survivante d'Auschwitz, déclara un jour « Les expériences ne se sont jamais vraiment terminées pour nous. Nous les portons dans nos corps et nos esprits pour toujours. » Le docteur Leo Alexander, un conseiller médical lors des procès de Nuremberg, résuma parfaitement l'horreur. La science est une belle chose si l'on n'est pas obligé d'en vivre. On peut la quitter à tout moment, si l'on est offensé dans son sens moral. La révélation de ces expériences lors des procès de Nuremberg en 1945 et 1946 choqua le monde et conduisit à l'élaboration du Code de Nuremberg, un ensemble de principes éthiques pour l'expérimentation humaine. Malgré cela, de nombreux médecins nazis échappèrent à la justice. Mengele lui-même s'enfuit en Amérique du Sud, où il échappa à la capture jusqu'à sa mort, en 1979. Il vécut sous divers pseudonymes en Argentine, au Paraguay et au Brésil, continuant à prôner ses idéologies racistes jusqu'à ce qu'il se noie en nageant au large des côtes brésiliennes. L'héritage de ces expériences continue de jeter une longue ombre sur l'éthique médicale. Alors que certains soutiennent que les données obtenues devraient être utilisées pour faire progresser les connaissances médicales, d'autres
estime que l'utilisation d'informations obtenues de manière aussi contraire à l'éthique constituerait une nouvelle violation de la dignité des victimes. Ce débat souligne les questions morales complexes qui émergent de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Le docteur Robert Pozos, qui envisageait d'utiliser les données nazies sur l'hypothermie dans ses propres recherches, décida finalement de ne pas le faire, déclarant « Je ne veux pas avoir à utiliser les données nazies, mais il n'y en a pas d'autres et il n'y en aura pas d'autres dans un monde éthique. » Les usines silencieuses de la mort, ingénierie du génocide dans les chambres à gaz nazies. Dans les annales de l'histoire humaine, peu de chapitres sont aussi sombres et déchirants que le massacre systématique perpétré dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de ce génocide à grande échelle se trouvaient les chambres à gaz, sombres monuments de la cruauté humaine et de l'efficacité au service d'un mal indicible. Comme l'a écrit Primo Levi, un survivant d'Auschwitz, dans ses mémoires, si c'est un homme, nous sommes des esclaves, privés de tout droit, exposés à toutes les insultes, condamnés à une mort certaine, mais nous possédons encore un pouvoir et nous devons le défendre de toutes nos forces, car c'est le dernier, le pouvoir de refuser notre consentement. Le développement des chambres à gaz comme méthode d'exécution de masse fut une progression effrayante qui commença dans les premiers jours du régime nazi. Initialement, le régime expérimenta l'empoisonnement au monoxyde de carbone dans des camions, une méthode utilisée dans le programme T-Four visant les personnes handicapées. Ce programme, lancé en octobre 1939, a coûté la vie à plus de 70 000 personnes jugées indignes de vivre par le régime nazi. Le premier camion à gaz fut développé en 1940 par Harry Weintritt, un employé du Reichssicherheitshauptamt, RSHA. 6 camions furent d'abord utilisés au camp de concentration de Soldo en Prusse orientale, puis au camp d'extermination de Chelmno en Pologne, occupé, où ils firent environ 152 000 victimes entre décembre 1940 et mars 1943. Auschwitz-Birkenau, peut-être le plus infâme des camps de la mort nazie, devint l'épicentre de cette innovation meurtrière. Établi en 1940 en Pologne occupée, Auschwitz évolua d'un camp de concentration en un vaste complexe dédié à l'extermination. Les premiers gazages expérimentaux à Auschwitz eurent lieu en septembre 1941, utilisant le Zyklon B, un pesticide à base de cyanure. Les victimes étaient 600 prisonniers de guerre soviétiques et 250 détenus polonais jugés trop malades pour travailler. Cet expériment horrible eut lieu dans le sous-sol du bloc 11, connu sous le nom de bloc de la mort, où les prisonniers étaient également soumis à d'autres formes de torture et d'exécution. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz de 1940 à 1943, témoigna plus tard à son procès. Le gazage fut réalisé dans les cellules de détention du bloc 11. Protégé par un masque à gaz, j'ai moi-même observé les exécutions. Dans les cellules bondées, la mort survint instantanément dès que le Zyklon B fut introduit. Un cri court, presque étouffé, et tout était terminé. Höss, qui supervisa l'assassinat de plus d'1 million de personnes, écrivit plus tard dans ses mémoires « Je veux souligner que je n'ai personnellement jamais haï les Juifs. Leur extermination fut ordonnée, et je devais l'exécuter. » Ce mot illustre ce que Hannah Arendt appellerait plus tard la banalité du mal. Le succès de ces premières expériences mena à la construction de chambres à gaz spécialement conçues à cet effet. En 1942, 2 fermes près de Birkenau furent converties en chambres à gaz, connues sous le nom de la Petite Maison Rouge et de la Petite Maison Blanche ou Bunkers 1 et 2. Mais la machine à tuer nazi en demandait davantage. Le premier de ces bunkers, le Bunker 1 ou la Petite Maison Rouge, commença à fonctionner en mars 1942. Il contenait 2 chambres à gaz pouvant accueillir un total d'environ 800 personnes. Le Bunker 2, la Petite Maison Blanche, était plus grand et commença à fonctionner en juin 1942. Il contenait 4 chambres à gaz et pouvait accueillir jusqu'à 1200 victimes à la fois. En 1943, 4 grands complexes de chambres à gaz et de crématoriums furent achevés à Birkenau. Chacun était une merveille d'ingénierie génocidaire
conçus pour traiter des milliers de victimes quotidiennement. Le crématorium 2 et le crématorium 3 avaient chacun des vestiaires souterrains et des chambres à gaz pouvant accueillir jusqu'à 2500 personnes, tandis que les plus petits crématorium 4 et crématorium 5 pouvaient chacun traiter environ 1500 victimes à la fois. Ces installations furent conçues par Karl Bischoff et construites par la société d'ingénierie allemande Topf & Sohn. Le slogan de l'entreprise, « Toujours heureux de vous servir », prit une ironie grotesque à la lumière de leur contribution au meurtre de masse. La logistique du massacre de masse fut planifiée avec minutie. Les trains arrivaient à la Judenrampe, rampe juive, où des médecins SS effectuaient des sélections, décidant qui serait envoyé immédiatement aux chambres à gaz et qui serait gardé en vie pour le travail forcé. Le docteur Joseph Mengele, connu sous le nom de l'ange de la mort, était l'un des médecins qui effectuait régulièrement ces sélections. Ceux choisis pour une mort immédiate, souvent les personnes âgées, les femmes avec des enfants et les infirmes, étaient informés qu'ils allaient aux douches et aux installations de désinfection pour leur santé et sécurité. Pour maintenir cette illusion, les chambres à gaz étaient équipées de fausses pommes de douche et des panneaux en plusieurs langues indiquaient vers la zone de désinfection. Les Sonderkommando, des prisonniers juifs forcés de travailler dans les chambres à gaz et les crématoriums, contribuaient à maintenir l'illusion, parfois en disant aux nouveaux arrivants de se souvenir de l'endroit où ils avaient laissé leurs affaires pour les récupérer plus tard. Philipp Müller, un juif slovaque qui survécut en tant que Sonderkommando, raconta plus tard « À ceux qui allèrent mourir, nous ne disions rien. Nous ne pouvions tout simplement pas supporter d'ajouter à leur peur et à leur angoisse. » Les mémoires de Müller, témoin oculaire d'Auschwitz, 3 ans dans les chambres à gaz, fournissent l'un des récits les plus détaillés du fonctionnement interne de la machine à tuer à Auschwitz. Une fois les victimes à l'intérieur, les portes étaient scellées et le personnel SS déversait des granulés de zyklon B à travers des ouvertures dans le toit ou les murs. Le gaz cyanure d'hydrogène était libéré lorsque les granulés entraient en contact avec l'air, tuant tous ceux à l'intérieur en 20 minutes. Les Sonderkommando avaient alors la tâche macabre de retirer les corps, d'extraire les dents en or et de brûler les restes. Un Sonderkommando, Zalmen Gradowski, parvint à enterrer un manuscrit détaillant ses expériences. Il y écrivit « Cher trouveur, cherche partout, dans chaque centimètre de sol. Des tonnes de documents sont enterrés ici, les miens et ceux d'autres personnes, qui éclaireront tout ce qui s'est passé ici. De grandes quantités de dents sont également enterrées ici. C'est nous, les Sonderkommando, qui les avons délibérément dispersés sur tout le terrain autant que possible, pour que le monde trouve des traces matérielles des millions de personnes assassinées. » L'ampleur des tueries était sans précédent. Au plus fort des déportations en 1944, jusqu'à 6000 juifs par jour étaient regazés à Auschwitz-Birkenau. Pendant l'Action Hongrie, à l'été de 1944, ce nombre atteignait parfois 12 000 par jour. En seulement 56 jours, du 14 mai au 9 juillet 1944, plus de 420 000 juifs hongrois furent déportés à Auschwitz et la plupart furent assassinés dès leur arrivée. Les crématoriums fonctionnèrent sans arrêt et lorsqu'ils ne pouvaient plus suivre, les corps étaient brûlés dans des fosses à ciel ouvert. Les flammes de ces fosses étaient visibles à des kilomètres et l'odeur de chair brûlée imprégnait l'air. L'efficacité des chambres à gaz permit aux nazis de tuer environ 6 millions de juifs ainsi que des millions d'autres, y compris des Roms, des Sinti, des homosexuels et des prisonniers politiques. À Auschwitz seulement, on estime qu'1 100 000 personnes périrent, dont environ 90% étaient des juifs. Yehuda Bekon, un artiste juif tchèque qui survécut à Auschwitz adolescent, déclara plus tard « À 14 ans, j'étais resté une année entière sur la rampe où avaient lieu les sélections. Pendant longtemps, je ne voyais rien d'autre que des cendres. Mais l'espoir d'une nouvelle vie te donne la force. » Le développement et l'utilisation des chambres à gaz ne se limitaient pas à Auschwitz. D'autres camps d'extermination comme Treblinka, Belzec et Sobibor employaient également des chambres à gaz, bien que celles-ci utilisaient du monoxyde de carbone provenant des gaz d'échappement des moteurs plutôt que du zyklon B. À Majdanek,
les deux méthodes furent utilisées. Treblinka, opérationnel du 23 juillet 1942 au 19 octobre 1943, vit l'assassinat d'environ 700 000 à 900 000 juifs. Les chambres à gaz de Treblinka étaient conçues pour ressembler à des douches avec des carreaux et des installations de plomberie. Samuel Willenberg, l'un des 67 seuls survivants connus de Treblinka, se souvient. Les chambres à gaz n'étaient pas grandes, environ 5 par 5 mètres. Elles pouvaient contenir environ 200 à 300 personnes. Le processus entier de remplissage de la chambre à gaz prenait environ 15 minutes. Alors que les forces alliées approchaient à la fin de 1944, les nazis tentèrent de dissimuler les preuves de leurs crimes. Les chambres à gaz et les crématoriums furent démontés ou détruits à l'explosif, et les fosses communes furent exhumées et les corps brûlés. Cependant, l'ampleur même des atrocités rendit impossible une dissimulation complète. Dans une tentative désespérée de détruire les preuves, les SS firent exploser les crématoriums à Auschwitz-Birkenau en janvier 1945, juste avant la libération du camp. Lorsque les troupes soviétiques libérèrent Auschwitz le 27 janvier 1945, elles trouvèrent de nombreuses preuves des horreurs qui s'y étaient déroulées. Primo Levi, un survivant juif italien d'Auschwitz, écrivit « Une seule Anne Frank nous émeut plus que les innombrables autres qui ont souffert comme elle, mais dont les visages sont restés dans l'ombre. Peut-être est-il mieux ainsi. Si nous étions capables de prendre en compte toute la souffrance de toutes ces personnes, nous ne pourrions pas vivre. » Les œuvres de Levi, y compris « Si c'est un homme » et « Les naufragés et les rescapés », sont considérées parmi les témoignages les plus importants de l'Holocauste. Les pas du désespoir, l'héritage brutal des marches de la mort nazie. Alors que le cours de la Seconde Guerre mondiale tournait contre l'Allemagne nazie à la fin de l'année 1944 et au début de l'année 1945, une nouvelle horreur émergea du Troisième Reich en déclin. Avec les forces alliées avançant à la fois depuis l'Est et l'Ouest, le régime nazi entreprit une série d'opérations désespérées et cruelles connues sous le nom de « Marche de la mort ». Ces évacuations forcées des camps de concentration et des sites de travail forcés allèrent devenir le dernier chapitre de l'Holocauste, le dernier souffle meurtrier d'un régime mourant. Comme l'écrivit plus tard Elie Wiesel, lauréat du prix Nobel et survivant de l'Holocauste, car en fin de compte, tout est question de mémoire, de ses sources et de son ampleur, et bien sûr de ses conséquences. Les marches de la mort commencèrent véritablement en janvier 1945, alors que les forces soviétiques approchaient du complexe d'Auschwitz-Birkenau en Pologne occupée. Le 17 janvier, en plein cœur d'un hiver polonais brutal, les gardes SS forcèrent près de 60 000 prisonniers à marcher vers l'ouest. Yehuda Bekon, un survivant juif tchèque qui n'avait que 15 ans à l'époque, se rappela plus tard « Nous marchions dans la neige. Ceux qui ne pouvaient pas marcher étaient abattus. Les gardes SS n'avaient aucune pitié. » Cette marche, connue sous le nom de « Marche de la mort d'Auschwitz », coûta des milliers de vies avant d'atteindre Władysław Śląski, à environ 63 km de là, où les survivants furent chargés dans des wagons à bestiaux en direction d'autres camps de concentration situés plus profondément en territoire contrôlé par les Allemands. La scène à Auschwitz allait se reproduire dans toute l'Europe occupée à mesure que l'Empire nazi se rétractait. Des grands camps comme Buchenwald et Dachau, aux petits sous-camps et sites de travail forcés, les prisonniers furent forcés de marcher pendant des jours, voire des semaines, avec peu de nourriture, des vêtements inadéquats et sous la menace constante d'exécution. Le camp de concentration de Flossenbürg, situé en Bavière, fut évacué le 20 avril 1945, forçant plus de 22 000 prisonniers à marcher vers le sud. Parmi ces prisonniers se trouvait le théologien Dietrich Bonhoeffer, qui avait été exécuté quelques jours avant l'évacuation, mais dont l'héritage allait inspirer beaucoup de gens. Le but déclaré de ces marches variait. Dans certains cas, les nazis cherchaient à empêcher les prisonniers de tomber entre les mains des Alliés et de témoigner potentiellement des atrocités qu'ils avaient subies. Dans d'autres cas, en particulier pour les travailleurs qualifiés,
L'objectif était de relocaliser les prisonniers dans des usines et des camps situés plus profondément en Allemagne pour continuer à soutenir l'effort de guerre. Cependant, pour de nombreux responsables nazis, les marches constituaient une dernière occasion de mettre en œuvre la solution finale et d'éliminer autant de prisonniers que possible. SS Obergruppenführer Oswald Pohl, chef de l'Office central SS pour l'économie et l'administration, émit un ordre le 25 janvier 1945 déclarant « L'évacuation des Juifs vers l'arrière est hors de question. Les Juifs doivent être forcés de marcher à pied. » Elie Wiesel, qui survécut à la marche de la mort de Buna à Buchenwald, décrivit le voyage tortueux dans ses mémoires « La nuit ». Obscurité totale. Tous les quelques mètres, des SS, mitraillettes prêtes. Si quelqu'un faiblissait, une balle l'achevait. Nous étions maîtres de la nature, maîtres du monde. Nous avions transcendé tout, la mort, la fatigue, nos besoins naturels. Nous étions plus forts que le froid et la faim, plus forts que les armes et le désir de mourir. Le groupe de Wiesel marcha pendant plus de 50 miles dans un froid glacial avant d'être transporté par des wagons à bestiaux ouverts jusqu'à Buchenwald. Les conditions durant ces marches étaient au-delà de l'inhumanité. Les prisonniers, déjà affaiblis par des années de mauvais traitements et de malnutrition, étaient forcés de marcher jusqu'à 20 miles par jour dans des températures glaciales. Beaucoup ne portaient que de fines uniformes rayés et des sabots en bois, totalement inadéquats pour les rudes conditions hivernales. La nourriture était rare, voire inexistante, et l'eau était souvent obtenue en mangeant de la neige. Ceux qui restaient en arrière ou tentaient de s'échapper étaient sommairement exécutés. Gerda Weissmann-Klein, survivante d'une marche de la mort de 350 miles de Grünberg en Silésie à Volary en Tchécoslovaquie, écrivit plus tard dans ses mémoires « Tout m'est ma vie. La route était jonchée de cadavres. Quiconque s'arrêtait, quiconque ne pouvait plus avancer, était abattu. » L'une des marches de la mort les plus tristement célèbres provenait du camp de concentration de Stutthof, près de Danzig, aujourd'hui Gdańsk, Pologne. Le 25 janvier 1945, environ 50 000 prisonniers furent contraints de marcher vers l'ouest en plusieurs colonnes. La marche se scinda en deux routes, l'une le long de la côte baltique, l'autre vers le sud. Ella Adler, une survivante de cette marche, se souvient « Nous marchions et marchions. La neige était rouge de sang à cause de nos pieds. » Lorsque les forces soviétiques libérèrent les survivants en mars, environ 25 000 étaient morts d'épuisement, d'exposition ou d'exécution. Les plages près de Palmniken devinrent le site d'un massacre lorsque environ 3 000 prisonniers de Stutthof furent poussés dans la mer Baltique et abattus. Un autre récit poignant provient de l'évacuation de Buchenwald en avril 1945. Alors que les forces américaines approchaient, les SS commencèrent à marcher des milliers de prisonniers vers Dachau. Le témoin Louis Gros témoigna plus tard « Sur 5 000 qui sont partis, 2 000 ont été abattus ou sont morts en route. J'ai vu des gardes SS écraser les crânes des prisonniers qui ne pouvaient plus marcher. » Parmi les prisonniers de cette marche se trouvait Maurice Halbwachs, le célèbre sociologue français, qui mourut en route. Son élève, Georges Semprún, qui survécut, écrirait plus tard sur les derniers moments d'Halbwachs dans son livre « L'écriture ou la vie ». La brutalité des gardes atteignait souvent des niveaux sadiques. Les témoignages de survivants racontent que les prisonniers étaient forcés de chanter en marchant, qu'on les obligeait à courir pour le plaisir de leur bourreau et que des meurtres aléatoires étaient perpétrés pour instiller la terreur. Dans un incident particulièrement cruel lors de l'évacuation de Mauthausen, les prisonniers furent contraints de marcher en cercle pendant des jours, ceux qui s'effondraient d'épuisement étant abattus sur place. Stanisław Grzesiuk, un survivant polonais, décrivit dans ses mémoires comment les gardes SS faisaient des paris sur quels prisonniers épuisés tomberaient ensuite, seulement pour les abattre quand ils le faisaient. Tous les Allemands ne participèrent pas volontairement à ce dernier acte de barbarie. Il existe des récits de civils allemands prenant de grands risques personnels, offrant de la nourriture ou un abri aux marcheurs. Cependant, dans la ville de Gardelegen, un massacre horrible eut lieu lorsque les responsables nazis locaux, craignant l'approche des forces américaines, enfermèrent plus de 1000 prisonniers dans une grange et y mirent le feu, les brûlant vifs.
Lorsque les troupes américaines arrivèrent le 15 avril 1945, elles trouvèrent les restes encore fumants et forcèrent les citoyens locaux à enterrer les morts et à ériger un mémorial. Le nombre exact de morts lors de ces marches est difficile à déterminer, mais les estimations varient entre 250 000 et 375 000. Ces chiffres ne représentent pas seulement des statistiques, mais des tragédies humaines individuelles, chacune une vie écourtée dans les derniers soubresauts désespérés du régime nazi. L'historien de l'Holocauste, Daniel Blattmann, note dans son livre « Les marches de la mort », la phase finale du génocide nazi, que ces marches représentaient un dernier crime inutile du régime nazi. De manière remarquable, au milieu de l'horreur et du désespoir, il y eut des actes de résistance et d'héroïsme. Dans plusieurs sias, des prisonniers parvinrent à maîtriser leur garde et à s'échapper. Lors d'une marche depuis le camp de concentration de Flossenbürg, un groupe de prisonniers, dirigé par le combattant de la résistance polonaise Mieczysław Moczar, organisa un soulèvement, réussissant à se libérer ainsi que plusieurs centaines d'autres. Dans un autre sas, près de la ville de Nammering, des prisonniers maîtrisèrent leur garde et s'enfuirent dans la forêt environnante, aidés par des paysans locaux qui les cachèrent jusqu'à l'arrivée des forces américaines. Les marches de la mort produisirent également des héros improbables. Gertrude Steinl, une Allemande qui travaillait comme gardienne au camp de concentration de Ravensbrück, choisit la compassion plutôt que la cruauté lors d'une marche de la mort en mars 1945. Elle permit à une jeune femme juive de s'échapper et lui fournit des vêtements civils, un acte pour lequel Steinl fut plus tard reconnu comme juste parmi les nations par Yad Vashem en 1979. De même, Karl Plagg, un officier de l'armée allemande, sauva des centaines de Juifs à Vilnius et les avertit plus tard de se cacher avant une dernière marche de la mort, permettant à beaucoup de survivre. Pour de nombreux survivants, le souvenir des marches de la mort resta une présence hantante longtemps après la guerre. Primo Levi, le chimiste et écrivain juif italien, décrivit l'impact durable dans son livre « Les naufragés et les rescapés ». Nous qui avons survécu au camp ne sommes pas de vrais témoins. Nous sommes ceux qui, par tergiversation, habileté ou chance, n'ont jamais touché le fond. Ceux qui l'ont fait et qui ont vu le visage de la Gorgone ne sont pas revenus pour en parler ou sont revenus muets. Lévi lui-même survécut à une marche de la mort depuis Auschwitz, une expérience qu'il relata dans son livre « Si c'est un homme ». Lorsque les forces alliées rattrapèrent finalement les marches, elles furent confrontées à des scènes d'horreur inimaginables. Le soldat américain Jim Martin, qui participa à la libération d'une marche près de Wöbelin, se rappela plus tard « J'ai vu un tas de cadavres, tous portant les uniformes rayés. Ils étaient empilés comme du bois de chauffage. C'est une image qui ne m'a jamais quitté. » Le général Dwight D. Eisenhower, lors de la visite d'un camp libéré, écrivit « J'ai fait cette visite délibérément, afin d'être en mesure de fournir des preuves de première main de ces choses, si jamais, dans l'avenir, il devait se développer une tendance à attribuer ces allégations simplement à de la propagande. Les marches de la mort restent un dernier, terrible témoignage de l'engagement inébranlable du régime nazi envers le génocide, même face à une défaite certaine. Elles servent de rappel poignant des profondeurs de la cruauté humaine et de la résilience de ceux qui ont enduré. Comme l'a dit un jour Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis et survivant de l'Holocauste, pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Alors que nous plongeons dans les recoins les plus sombres de l'histoire humaine, nous avons découvert les profondeurs horrifiantes de la cruauté nazie. Des expériences cauchemardesques de Joseph Mengele à Auschwitz aux tortures glaciales de la cellule froide à Dachau, la brutalité du régime nazi ne connaissait aucune limite. Ces atrocités, commises entre 1933 et 1945, servent de rappel sévère de la capacité de l'humanité à faire le mal. Cependant, même dans l'heure la plus sombre de l'humanité, des braises de courage ont continué à briller. Des survivants comme Zvi Aharoni et Simone Veil se sont relevés des cendres pour devenir des voix de changement. Leur esprit indomptable est capturé dans les mots poignants de Primo Levi. Nous qui avons survécu au camp ne sommes pas de vrais témoins.
Nous sommes ceux qui, par tergiversation, habileté ou chance, n'ont jamais touché le fond. Alors que nous fermons ce chapitre de notre exploration, portons avec nous le poids de cette connaissance. Puisse-t-elle alimenter notre engagement envers la vigilance, la compassion et la défense inébranlable de la dignité humaine. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, le passé murmure des leçons que nous ne devons jamais ignorer.